bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir au deuxième événement du comptoir des branches dédié aux vulnérabilités collectives. Qu'appelle-t-on vulnérabilité collective? Qu'est-ce qui a été modifié pendant la période de pandémie? Quels sont les leviers que les partenaires sociaux ont choisi de mobiliser à travers la mutualisation des régimes? Tout sont les questions auxquelles nous allons répondre. Dans la première partie, nous allons décrypter les vulnérabilités et dégager les leviers pour agir. Et dans la deuxième partie, la table ronde nous permettra de mieux comprendre les actions menées par les partenaires sociaux et les choix qu'ils ont faits pendant la période. Petit détail technique pour vous. Vous allez retrouver en fait le fil de conversation à droite de votre écran. Vous pouvez y accéder par la flèche rouge qui vous permet de passer du chat au live. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nos modératrices sont là pour répondre tout au long de la séquence. Vous avez aussi un hashtag Parlons Vulnérabilité sur le compte Twitter. Et là, n'hésitez pas à relayer nos tweets de l'événement Parlons Vulnérabilité. Et j'ai beaucoup de chance ce matin parce que je suis entourée de Anne-Sophie Godon, directrice des services, de Nicolas Bouzou, économiste et essayiste, et en direct de Bordeaux, en duplex, de Nicolas Desormières, directeur des branches professionnelles. Et Nicolas, nous avons une première question pour toi. La communauté du comptoir a choisi d'aborder dans ce premier événement le thème des vulnérabilités collectives. Quelle est ta définition et quels sont pour toi les thèmes majeurs à aborder à travers ce sujet des vulnérabilités collectives? Bien oui, merci Béatrice. Comme tu l'as dit, je suis en duplex, comme on dit, de Bordeaux. J'accueille d'ailleurs, j'ai la charge d'accueillir les logements sonores, surtout d'accueillir les collaborateurs qui reviennent sur site pour la première fois post-crise. Et j'accorde une importance toute particulière. Et le groupe, dans sa globalité, y accorde une importance toute particulière. Alors bonjour à tous et tous, soyez d'abord les bienvenus pour ce deuxième live du comptoir des branches Malakoff Humanis. En effet, puisque c'est la suite du lancement numérique que nous avions fait le 20 mai dernier et que nous proposons ce nouveau rendez-vous. Un nouveau rendez-vous et comme vous l'avez vu, un plateau extrêmement riche avec Bouzou et Anne-Sophie Godon notamment, donc sous forme d'intervention et de témoignages inspirants sur le thème de ces vulnérabilités. Alors tout d'abord, en préparant cette séance, je me suis demandé, je me suis posé la question de savoir ce que regroupait la vulnérabilité. Alors on peut regrouper toute famille de thèmes, les risques psychosociaux, les difficultés financières, les situations d'aidants familiales, les maladies redoutées, les maladies graves, le handicap, la monoparentalité, ces situations sont de la vulnérabilité et elles touchent en France plus de la moitié des salariés. Et donc, ont par voie de conséquence un impact notoire sur la vie de l'entreprise, donc de la personne physique à la personne morale. Avec pour corollaire une augmentation donc de l'absentéisme, des risques professionnels, un moindre engagement au travail, une dégradation des relations professionnelles notamment. Alors, les crises sanitaires que nous avons vécues, j'espère, les crises sociales ou économiques exacerbent, amplifient ces vulnérabilités et remettent l'entreprise au cœur des problématiques de santé au travail. Ce qui va nous intéresser d'approfondir ce matin, c'est aujourd'hui, face à cette pandémie, c'est le traitement collectif de cette vulnérabilité. Comment pouvons-nous nous mobiliser pour faire face à ces vulnérabilités ? Alors comment, surtout, les décideurs sociaux au sein des branches professionnelles ont choisi d'agir et d'utiliser la protection sociale comme levier d'action pour faire face à ces enjeux? Comment décide-t-on paritairement en temps de crise? On l'a vu, parfois les décisions ont été brutales. Comment les partenaires sociaux ont su réagir également pour faire face à cette soudaineté de la décision? Enfin, quelle est la force, quelle est la force de la mutualisation des régimes de branches pour octroyer des moyens pour lutter contre cette vulnérabilité? Et pour finir, n'oublions pas
que les Chinois représentent le terme crise par 2 idéogrammes signifiant à la fois le danger et l'opportunité. Merci Nicolas pour ces éléments. Et je propose en fait à Anne-Sophie en fait, de nous aider à mieux appréhender les vulnérabilités. Anne-Sophie Gonon, tu es directrice des services, tu pilotes le comptoir de l'entreprise. Qu'est-ce que tu retiens de la période pour alimenter la réflexion et l'action des partenaires sociaux? Et puis, quelles sont les tendances que tu as vues émerger au sujet des vulnérabilités? Merci Béatrice, merci Nicolas, bonjour à tous. Eh bien, je suis contente de partager avec vous aujourd'hui donc, les résultats d'une enquête qu'on a menée donc, pour la 2e fois fin 2020. La première fois, c'était en 2018. Donc, on est fin 2020, après donc, déjà plusieurs semaines, plusieurs mois de crise à la fois sanitaire et économique. Et donc, nous avons interrogé à la fois des dirigeants et puis des salariés pour à la fois leur demander dans quelle situation ils se trouvaient, mais aussi interroger ce qu'évoquait Nicolas, c'est-à-dire les liens avec la performance de l'entreprise. Voilà, donc je vais passer 10 minutes avec vous pour partager ces enseignements. Alors, la première chose, c'est qu'en 2020, et donc on a un chiffre qui est assez similaire finalement à 2018, on a un peu plus d'1 salarié sur 2 qui nous déclare connaître une situation de fragilité personnelle ou professionnelle. Avec, on le voit, du côté des fragilités personnelles, les maladies graves, le fait d'être aidant, les difficultés financières ou encore les problématiques de santé psychologique. Et puis du côté des fragilités professionnelles, on retrouve ce sentiment d'épuisement professionnel qui concerne quand même 13% des salariés fin 2020. La perte de sens, la perte de repères ou encore finalement des formes d'usure liées à des conditions de travail pas forcément favorables. Alors dans le détail, ça concerne de manière assez différenciée finalement les salariés. On voit que c'est renforcé dans certains secteurs d'activité, notamment le secteur de la santé ou du social, le secteur du commerce aussi. Mais ça touche de manière plus significative les salariés en contrat à durée déterminée et puis ceux qui ont des faibles revenus. Et donc ces salariés nous disent aussi que tout ça s'est aggravé, c'est-à-dire que finalement ce sont ceux qui souffrent, qui malheureusement étaient déjà en situation de fragilité, qui se retrouvent en situation de fragilité plus grande encore, donc fin 2020. Et puis ces mêmes salariés, ils nous disent qu'ils ont le sentiment que tout ça va s'aggraver ou encore s'accentuer dans les années à venir. Alors, quand on interroge les salariés et les dirigeants sur finalement les bénéfices à prendre en compte ces vulnérabilités dans les entreprises, là on voit qu'on a un très grand nombre à la fois de salariés et de dirigeants qui nous disent que la prise en compte de ces fragilités dans les entreprises, c'est un levier de performance sociale. Donc ça, c'est extrêmement fort. Et c'est complété par une information que les salariés nous disent, puisqu'ils nous disent par une grande majorité que ceux qui finalement souffrent de fragilité, qu'elles soient d'origine personnelle ou professionnelle, voient leur quotidien professionnel dégradé. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi ils sont très nombreux donc, à considérer que la prise en compte des fragilités est un enjeu de performance sociale. Alors, autre donnée très intéressante, on voyait finalement en 2018 une légitimité des entreprises à agir sur le terrain des fragilités qui était coupée en deux. C'est-à-dire qu'on avait une très grande majorité de salariés et de dirigeants qui nous disaient « oui, c'est normal de prendre en compte les fragilités d'ordre professionnel ». Et donc ça, on voit que ça s'est plutôt renforcé. On a, vous voyez sur l'écran, 78% des salariés et puis 90% pratiquement des dirigeants qui nous disent « oui, il est légitime que les entreprises s'intéressent aux fragilités d'ordre professionnel ». Donc, jusque-là, pas de grande surprise. En revanche, ce qui a beaucoup bougé, c'est la ligne d'en bas, c'est-à-dire la légitimité des entreprises, vue du point de vue des salariés d'ailleurs aussi, à s'intéresser aux fragilités d'ordre personnel. Vous voyez que là, on a progressé de plus de 10 points entre 2018 et 2020. Donc, prendre en compte ces fragilités, notamment d'origine personnelle, ça s'inscrit maintenant de manière plus naturelle dans les politiques des entreprises.
Pour autant, on voit que c'est pas nécessairement le cas, puisque seul un salarié sur deux nous dit mon entreprise s'intéresse vraiment à cette question. Là où les dirigeants sont eux beaucoup plus nombreux, ils sont près de 8 sur 10 à nous dire on prend déjà en compte ces fragilités. Donc on a un écart très important entre la perception des salariés et la perception des dirigeants. Alors, comme toujours, est-ce que c'est un problème de communication, c'est-à-dire que les dirigeants finalement ne partagent pas assez, ne communiquent pas assez sur ce qu'ils font, ou bien est-ce que c'est un véritable écart dans l'action? Ça, je pense que la table ronde 2 nous le dira. Alors pour terminer, on a interrogé donc les salariés et les dirigeants pour leur demander ce qui finalement serait des leviers d'action prioritaires. Et là, on voit ressortir en numéro 1, donc à la fois vu par les salariés et vu par les dirigeants, le dialogue social. Donc le dialogue social avec les représentants du personnel apparaît comme étant le premier levier pour faire bouger demain cette question donc, des fragilités. En numéro 2, on retrouve la culture. Et ça, c'est peut-être un point très intéressant parce que on voit qu'il y a encore aujourd'hui un phénomène de déni dans les entreprises. À la fois, les salariés n'ont pas forcément envie de parler de leur situation personnelle, mais aussi ont des craintes quant au fait qu'on en parle dans l'entreprise, des craintes d'être stigmatisé, des craintes potentielles de perdre son emploi. Voilà, donc il va falloir à la fois utiliser le levier du dialogue social, mais aussi celui de la communication et de la culture pour faire progresser ces sujets. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et donc, Béatrice vous le disait, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver tout ou partie donc, de ces contenus sur le site du comptoir de la nouvelle entreprise, accessible donc à l'adresse www.lecomptoirmh.com. Merci à tous. Merci Anne-Sophie pour ce premier temps de décryptage autour des vulnérabilités. Je vous propose à tous de partager aussi l'analyse de Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou, vous êtes économiste et essayiste, vous avez fondé le cabinet de conseil Asterès, vous êtes directeur d'études au sein du MBA Law et Management de l'Université de Paris, Paris-Assas, et vous avez publié de nombreux ouvrages, et le dernier sur la santé humaine, Homo Sanitas. Comment vous... Nicolas Bouzou, vous appréhendez cette période. Beaucoup d'impensés sur le plan économique se sont matérialisés sous nos yeux. Quand on est économiste, comment on travaille pour appréhender une période aussi chahutée que celle que nous vivons actuellement? Alors beaucoup d'impensés, vous avez raison, mais la crise n'est pas une crise économique en fait. C'est une crise sanitaire qui a eu des conséquences économiques et sociales. Alors il se trouve que ça fait assez longtemps que je travaille sur l'économie de la santé, donc j'arrive quand même à avoir une idée de ce qui se passe en matière sanitaire. Donc, en fait, on savait, un certain nombre de rapports disaient qu'un jour ou l'autre, on aurait une épidémie de ce type parce qu'on est dans une économie, au fond, mondialisée, mais avec une forte métropolisation. C'est-à-dire qu'on a à la fois beaucoup de liens entre les pays, mais en même temps une forte concentration de personnes. Donc, on sait très bien que c'est un environnement qui est plutôt propice aux épidémies. Mais enfin, une fois qu'on a identifié un risque, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on s'y prépare. Et donc, de fait, on y était assez mal préparé. Même s'il faut quand même toujours avoir en tête le fait que, et ça quand même c'est quelque chose qui est extraordinaire de notre civilisation, on a fait preuve, et on y reviendra, d'une immense solidarité. On n'avait jamais vu de période de l'histoire où la solidarité a été aussi forte, et notamment la solidarité à l'intérieur des pays, c'est particulièrement vrai en France, et en même temps, on a réussi à mettre au point des technologies, en l'occurrence les vaccins, qui sont très efficaces et qui nous permettent d'espérer sortir de cette crise si, bien évidemment, les gens acceptent de se faire vacciner. Alors, pour répondre maintenant à votre question, moi, ma méthode, en fait, ça a toujours été de partir du réel pour faire des diagnostics qui sont des diagnostics globaux. Donc partir du réel, très concrètement, ça veut dire utiliser des statistiques, rencontrer des gens, voyager. Alors pendant cette crise, il y a des choses que je n'ai pas pu faire. Voyager, par exemple, j'ai arrêté de le faire brutalement, et là, ça reprend un tout petit peu, mais pendant 15 mois, je ne suis quasiment pas allé à l'étranger. Voir des gens, c'était aussi beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai dû m'appuyer sur les statistiques. Alors, vous voyez, c'est quand même intéressant parce que l'INSEE, qui est l'Institut national statistique français, qui est peut-être parfois vu par les Français comme une administration assez poussiéreuse, en fait, c'est une administration qui a produit des statistiques
extraordinaire, avec une efficacité redoutable, avec une motivation de ces agents absolument fabuleuse. Vous voyez, en ce moment, on suit la consommation. Eh bien, l'INSEE nous fournit des données qui viennent des paiements par carte bleue et on a quasiment la consommation au jour le jour. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc, au fond, cette crise, elle a été aussi l'occasion pour nous, mais c'est vrai aussi pour vous, enfin, c'est vrai pour tout le monde si on est un peu astucieux, d'être innovant, d'être plus efficace et de servir davantage le bien commun. Vous voyez, voilà, ça va servir à mieux travailler pendant cette période. Quant à avoir, je dis juste un tout petit mot là-dessus, une vision globale des choses, moi ça a toujours été ma méthode de travail, mais je pense que c'est plus que jamais nécessaire, parce que si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut comprendre ce qui se passe du point de vue sanitaire, il faut comprendre ce qui se passe du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue géopolitique, du point de vue environnemental. Donc plus que jamais, il faut avoir une vision globale, une vision systémique des choses, ou holistique, quand on veut faire un peu pompeux. Et justement, en fait, avec ces nouveaux outils à votre disposition, la réactivité de l'INSEE, comment vous décryptez la situation de l'économie française aujourd'hui ? Alors, on connaît une reprise forte parce qu'on a bien protégé l'économie. Cette stratégie, ce qu'on a appelé au fond le « quoi qu'il en coûte », c'était la bonne stratégie ou la moins mauvaise stratégie. C'est-à-dire que l'idée du gouvernement, dès le départ, ça a été de dire on va protéger au maximum les entreprises, on va protéger au maximum les individus, parce que justement, on n'est pas dans une crise économique endogène. Dans une crise économique classique, ce que je vais dire est terrible, mais il faut que des entreprises fassent faillite, parce que ça fait partie de l'efficacité du système capitaliste, et la faillite, ça sanctionne des entreprises qui ne réussissent pas bien pour redistribuer les facteurs de production vers les entreprises qui vont bien les utiliser. Mais là, on n'était pas du tout là-dedans. On était dans une crise sanitaire qui nous est tombée dessus, c'est une catastrophe qui nous est tombée dessus. Et donc, la meilleure façon de faire face, c'était de protéger l'économie et de lutter pour rétablir la situation sanitaire. Je ne reviens pas sur les dispositifs qui ont été mis en place en France, vous les connaissez par cœur, l'activité partielle, le fonds de solidarité, les fameux PGE, les prêts garantis par l'État. Tout ceci a plutôt bien fonctionné, il n'y a pas eu de faillite d'entreprise, le pouvoir d'achat des salariés a été protégé. Ce qui a été plus difficile à faire, ça a été protéger, et ça c'est très important d'ailleurs en matière de réflexion sur les vulnérabilités, on a eu plus de mal à protéger les indépendants, les étudiants, enfin tous les gens qui de fait n'avaient pas de revenus fixes. C'est pour eux notamment qu'on a fait le fonds de solidarité. Donc on a réussi à les protéger un peu, mais pas de façon complètement satisfaisante. C'est-à-dire que quand vous regardez le pouvoir d'achat des ménages en France en 2020, il a été stable. Mais c'est plutôt les salariés qu'on a bien protégés. Les étudiants, par exemple, leur pouvoir d'achat a baissé. Les micro-entrepreneurs ou même certaines professions libérales, leur pouvoir d'achat a baissé. Bon. Mais globalement, je dirais que la France a quand même plutôt bien réussi à protéger les uns et les autres. Alors le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on est là. On est là pour investir, on est là pour consommer, on est là pour épargner, pour financer les entreprises. Et donc cette reprise, on la voit. J'évoquais la consommation telle qu'elle est reflétée par les données de l'INSEE. Cette consommation, elle est très forte parce que les gens ont épargné pendant la crise, en tout cas les gens les plus aisés, les 20% de gens qui ont les revenus les plus élevés. Donc ils ont épargné, on va au restaurant, au bar, au cinéma, on sort, on ne veut plus rentrer chez soi. Donc ça, si vous voulez, ça alimente la reprise. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, ce que je voudrais vraiment dire, parce que c'est aussi mon rôle de dire la vérité telle que je la vois, même si elle n'est pas forcément agréable, c'est que gardons toujours en tête le fait qu'on n'est pas dans une crise économique, mais qu'on est dans une crise sanitaire. Vous savez, depuis 4 semaines, tous les jours, on me dit qu'est-ce qui pourrait faire dérailler la reprise ? Alors on me dit, est-ce que c'est l'endettement public ? Est-ce que c'est l'endettement des entreprises ? Est-ce que c'est les faillites, etc. Ce qui pourrait faire dérailler la reprise, je vais vous le dire, c'est une reprise de l'épidémie. Voilà ce qui peut faire dérailler la reprise. Pas tout de suite, là la situation elle est bonne et elle s'arrange vite. Mais en septembre. Et c'est pour ça, je le répète, je suis désolé si certains pensent que c'est devenu obsessionnel, mais c'est simplement parce que j'aime mon pays et surtout parce qu'il faut qu'on en sorte. On n'en peut plus, on doit en sortir. Il faut aller au vaccinodrome, se faire vacciner, emmener les enfants, etc. Parce que moi, je ne suis pas médecin, mais c'est ça ce qui va nous permettre de nous rétablir économiquement, mais aussi, on va en parler, parce qu'Anne-Sophie a montré des statistiques qui sont très importantes, psychologiquement, d'accord ? Il faut absolument qu'on en sorte. Si on en sort et si on est raisonnable, je suis très confiant, parce que
je le répète, on a protégé l'économie française, on a cette capacité de rebond. Et en plus, à plus long terme, peut-être on parlera du télétravail tout à l'heure, mais cette crise nous a appris à mieux utiliser les innovations. Chez Malakoff Humanis, on télétravaille peut-être un peu mieux après la crise qu'avant la crise. C'est vrai pour moi aussi, d'ailleurs. Mais vous voyez, dans les usines automobiles, on est plus robotisé, on utilise mieux les robots qu'avant la crise. Dans l'assurance, que vous connaissez bien aussi, on commence à utiliser un peu mieux les algorithmes et l'intelligence artificielle et le big data qu'avant la crise. Donc cette crise, elle nous a forcés à faire des gains de productivité et ça, c'est bon aussi pour l'économie à moyen et long terme. Donc si on est raisonnable, je suis très confiant à court terme et à moyen terme. Justement, vous mentionnez l'étude sur les vulnérabilités présentée par Anne-Sophie. Quel lien établissez-vous entre les vulnérabilités individuelles, qu'on a bien vu décrites, et puis les modes d'action au plan collectif pour les traiter et quelles sont pour vous les priorités de la période qui se dessine à travers l'étude? Alors, les pouvoirs publics, l'État a fait ce qu'il avait à faire. Et il l'a très bien fait, de mon point de vue, depuis un an. On est quand même dans un pays qui est un pays de solidarité. On a protégé les entreprises, on a protégé les individus du mieux qu'on peut. Je rappelle que les vaccins, j'ai suffisamment râlé pour ça, mais les vaccins aujourd'hui sont très largement disponibles. Ils sont gratuits. Alors, ils sont gratuits. C'est un abus de langage. Rien n'est jamais gratuit. C'est payé par les cotisations sociales, etc. Donc, permettez-moi néanmoins cet abus de langage. Les vaccins sont gratuits. Les tests, ça c'est quasiment unique au monde, sont gratuits. On a quand même pour des publics très fragiles qui n'ont pas facilement accès au fonds de solidarité, je pense en particulier aux jeunes, on a remis en place un certain nombre d'aides. Donc, je considère que les pouvoirs publics ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Alors, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres. Ça coûte à peu près 20 points de PIB. Si vous rapportez ça en coût annuel, c'est le coût d'une guerre. Cette épidémie, c'est à peu près le coût de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est normal, parce que c'est une catastrophe qui est une catastrophe à peu près de la même ampleur. Vous avez eu la très grande gentillesse de citer mon dernier livre. Les deux plus grands drames que peut connaître une civilisation, c'est une guerre et une épidémie. Donc, on est dedans. D'ailleurs, ça répond aussi à l'étude qu'a présentée Anne-Sophie. Une grande partie des gens sont en situation de vulnérabilité et même de détresse psychologique. Et ça va me permettre de répondre à votre question. C'est normal. C'est normal. Ce qui nous est arrivé est extrêmement grave. J'ai même certains de mes collègues dans le débat public qui disent on en a trop fait, on a paniqué. C'est pile l'inverse. Quand on commence à regarder les données démographiques, on se rend compte qu'il y a plus de morts que ce qu'on pensait, qu'il y a plus de Covid long que ce que l'on pensait, que cette maladie, parce que je vois parfois des comptabilités en termes de morts, mais cette maladie, elle envoie, tenez-vous bien, 10% des gens à l'hôpital. Vous n'avez pas un système hospitalier au monde qui peut résister à ça. Vous pouvez faire le tour, il n'y en a pas. Donc ce qui nous est arrivé est très grave. C'est pour ça qu'il faut en sortir, et c'est pour ça aussi qu'il faut prendre cette question des vulnérabilités très au sérieux. Alors, je réponds à votre question. Moi, je pense que l'entreprise a un rôle absolument central dans la gestion de ces vulnérabilités. Parce que cette crise, elle a un coût psychologique important. Déjà, les gens, moi, ça m'a beaucoup frappé. Enfin, beaucoup de gens, je ne vais pas généraliser, je ne vais pas être démago, mais ils veulent revenir travailler. Moi, je vois même les gens qui m'arrêtent dans la rue, ils me disent « Monsieur Bouzou, c'est formidable ce que le gouvernement fait, etc. » Mais nous, on veut revenir travailler. On veut revenir au bureau. Parce que le bureau, c'est un de nos sujets, d'ailleurs, avec Anne-Sophie, on en a souvent parlé par le passé, mais ce n'est pas simplement un lieu de travail, c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu où on se fait des amis, c'est un lieu où on rencontre des amoureuses et des amoureux aussi, c'est très important, c'est le deuxième lieu de rencontre, le bureau, figurez-vous, donc c'est une dimension de nos vies, en tout cas pour moi, qui est absolument fondamentale. Ça peut être aussi un peu le lieu de la conflictualité, mais c'est pas grave. Et on en a besoin aussi de se disputer un peu, de se heurter dans la vie. Ça fait partie aussi des dimensions de la société. Donc, il faut vraiment que les entreprises, je sais que c'est ce que vous faites, mais accueillent au mieux leurs collaborateurs, les écoutent. Il va y avoir beaucoup de surprises. J'évoquais la question des Covid longs, par exemple. C'est quelque chose. Les Covid longs, c'est 10% des Covid. En France, on ne sait pas encore trop. C'est peut-être 100 000 personnes, peut-être 200 000, peut-être 400 000. C'est des gens qui vont se retrouver en entreprise, ils sont fatigués, ils ont des pertes musculaires, ils n'ont plus de goût, plus d'odorat, ce qui du point de vue psychologique est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc ces gens-là, il va falloir les aider. Et puis, on va en parler, le rôle des partenaires sociaux
absolument central, à mon avis. Vous savez que j'ai toujours été un très grand défenseur des partenaires sociaux parce que je considère qu'il ne peut pas y avoir l'État et les gens. C'est pas possible. Il faut l'État, il faut les gens et il faut plein de corps intermédiaires très dynamiques. Je me situe, je ne veux pas pontifier, mais dans une tradition en fait qui remonte à Tocqueville, au XIXe siècle, qui considère que la société démocratique, elle est faite notamment des partenaires sociaux, des collectivités locales, de tous ces corps intermédiaires qui font la société civile. C'est très important en ce moment parce que c'est eux qui perçoivent au mieux les vulnérabilités et c'est eux qui sont de la meilleure façon possible en capacité d'y répondre. Je vous prends 2 exemples extrêmement concrets pour ne pas rester dans les généralités. La question justement de la prise en charge des troubles mentaux. Ça, c'est quelque chose en France qui n'a jamais été bien couvert, pour des raisons d'ailleurs sur lesquelles je pourrais revenir, mais qui sont des raisons de fond philosophiques, qui remontent à la philosophie de Foucault, etc., qui a fait un livre sur l'histoire de la folie, qui expliquait que les gens qui avaient des troubles psychiatriques, l'État les mettait dans des espèces de prisons pour les éloigner, etc. Bon. Du coup, on a beaucoup déconsidéré la prise en charge des troubles mentaux. Ce qu'a montré Anne-Sophie, plus de la moitié de nos... Alors, ce n'est pas exactement des troubles mentaux, hein, on pourra rentrer dans les détails, mais plus de la moitié, je crois que c'est ce que tu as dit, de nos concitoyens interrogés sont en situation de fragilité. Enfin, il faut absolument... Certains ont besoin d'avoir une prise en charge, qui est une prise en charge médicale. Et ça, je pense que c'est un excellent sujet pour les partenaires sociaux. De la même façon que la prévention, sous toutes ses formes, est un excellent sujet pour les partenaires sociaux. On en a peu parlé pendant la crise du Covid, mais les gens, par exemple, qui sont des gens en situation d'obésité, de diabète, sont des gens qui ont beaucoup plus souffert que les autres. Ça, c'est des sujets de prévention qui sont très intéressants, qu'on n'arrive pas à prendre en charge en France. Et puis, autre sujet qui me semble absolument fondamental, j'espère qu'on en reparlera tout à l'heure, la question de la formation. La question de la formation, c'est 2 choses. C'est des gens qui se sont rendus compte pendant la crise qu'ils voulaient changer de carrière professionnelle. Il y a un secteur dans lequel on le voit, ça, c'est les serveurs de restaurants. Je ne veux pas le citer, mais l'un des plus grands acteurs du tourisme me disait la semaine dernière qu'il a perdu 1/3 de ses serveurs dans les hôtels pendant la crise. Ces gens-là, il faut les accompagner ailleurs, et on a aussi besoin de serveurs de restaurants néanmoins, parce qu'on y retourne, quand on a un peu d'argent, on retourne tous au restaurant là. Donc la question de la formation continue, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années, mais faut vraiment, on a redoublé d'efforts, il faut redoubler d'efforts si vous voulez. Et puis vous avez aussi des gens, c'était une période, pendant 1 an, une période de recul, des gens qui veulent évoluer dans l'entreprise, qui veulent travailler autrement, on parlera du télétravail. Et là, les partenaires sociaux ont un rôle considérable. Ces derniers mois, on a parlé, alors j'ai peut-être heurté d'ailleurs certains de ceux qui nous regardent, mais c'est aussi pour le plaisir du débat. Certains partenaires sociaux ont appelé à une loi sur le télétravail. Non, faites des accords d'entreprise, non, déjà la loi elle existe. Et puis, non justement, c'est le dialogue social. C'est ça qui est intéressant. Ces crises, il faut aussi en prendre prétexte en quelque sorte pour aller vers un dialogue social qui soit encore plus riche. Le télétravail étant un excellent sujet pour ça. Justement, on parlait des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux du comptoir des branches qui nous écoutent aujourd'hui, ont la charge de piloter des régimes de branches, de piloter des négociations, de prendre des décisions. Comment appréhendez-vous la mutualisation des risques et les leviers sur le plan assurantiel dans le contexte de la crise sanitaire et de la relance ? Et puis peut-être une autre question qu'on se pose un peu tous, c'est Nicolas, vous êtes d'inspiration libérale. Comment vous-même, d'un point de vue plus personnel, votre vision du risque a-t-elle évolué dans la période ? Vous savez, les risques, ils évoluent en permanence. Ils évoluent avec la société, ils évoluent avec la technologie. Il y a des risques qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans. Le risque de cybersécurité, par exemple, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui est devenu beaucoup plus important aujourd'hui et qui nécessite de la part des entreprises, qui sont d'ailleurs un peu en retard sur ce sujet, donc des actions beaucoup plus importantes que ce n'était le cas auparavant. Le risque de menaces sur les réseaux sociaux, par exemple, j'en sais quelque chose, là je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est quelque chose aussi qui n'existait pas par définition avant les réseaux sociaux, qui existent aujourd'hui. Donc la technologie et la société plus généralement font évoluer la nature des risques. C'est la raison pour laquelle je considère en tant que libéral que les partenaires sociaux, les corps intermédiaires ont un rôle absolument fondamental à jouer parce que c'est eux qui sont le mieux à même de les identifier et d'apporter des solutions. Par exemple, je suis très opposé à cette tendance du tout sécu
qui revient un peu à chaque élection présidentielle et qui est en train de revenir en ce moment. Pourquoi ? Pas du tout, parce que je suis hostile à ce que fait la sécurité sociale, qui a fait un travail absolument remarquable pendant la crise. C'est pas ça. Mais parce que je considère que pour identifier justement de nouveaux risques, je parlais du risque psychologique, pour le prendre en charge, pour proposer des solutions, pour mettre en place, là aussi j'y reviens, des stratégies de prévention dans les entreprises, quelque chose que vous connaissez bien chez Malakoff Humanis. Je considère que la sécurité sociale, mais eux-mêmes vous le disent, n'est pas bien armée pour faire ça. Ça, c'est vous qui le voyez, parce que vous êtes en contact avec les forces vives, enfin vous, celles et ceux qui nous regardent, pardonnez-moi, parce que vous êtes en contact avec les forces vives et parce que vous avez la capacité à proposer des choses pour prendre en charge ces nouveaux risques. Vous êtes en capacité d'être en veille sur tous ces risques et de proposer des solutions qui sont des solutions assurantielles et des solutions de mutualité. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question de façon un peu provocatrice, je voudrais rappeler quand même que les mutuelles, c'est une grande révolution libérale du 19e siècle. Et pour l'anecdote, vous savez que Marx détestait ça. Parce que Marx, au fond, disait, mais je schématise un tout petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui vont sauver le capitalisme ? Ils vont sauver le capitalisme parce que, évidemment, ils mettent en place des mécanismes de soutien, des mécanismes de solidarité à l'intérieur d'un système qui, selon moi, est amené à disparaître. Donc c'est pas possible, ça va pas dans le sens de l'histoire. Donc il faut pas de mutuelle, il faut pas de mécanisme de solidarité. On sait bien au contraire qu'on en a besoin, et surtout on en a plus que jamais besoin dans la période qui s'ouvre. Donc vous voyez, cette question du tout sécu, je la prends comme exemple parce qu'elle est dans l'actualité, mais c'est très important d'avoir ça en tête, d'avoir les enjeux en tête, parce que en matière, je prends un autre exemple, et je vous rends la parole parce que je suis sûr que je parle trop, je vous prie de m'en excuser, mais la question des maladies chroniques, je parlais des Covid longs. Muriel Pénicaud, je ne sais pas si vous avez vu ça, donc l'ancienne ministre du Travail a publié un petit livre sur son expérience, et en fait, ce qu'ont retenu les médias, c'est le fait que quand elle était ministre, elle avait eu un cancer de la thyroïde. Et pourquoi ça a retenu l'attention des médias ? Parce que, en fait, ça a touché un sujet qui est un sujet très consensuel, très important, dont on parle peu. La maladie chronique, quand on travaille, comment on s'adapte à ça ? Quand on a un cancer à 50 ans, un cancer pas très grave, et donc on peut continuer de travailler. Mais on peut continuer de travailler, mais en même temps, peut-être pas tout à fait comme d'habitude, parce que quand on a une séance de radiothérapie tous les soirs, on a quand même le droit d'être un peu plus fatigué, un peu plus vulnérable que dans une situation classique. Voilà. Comment on prend ça en charge ? Comment les entreprises s'adaptent ? Comment on imagine des systèmes un peu comme le système que les pilotes de ligne ont à fort juste titre négocié chez Air France, qui est un très bon système, mais qui repose beaucoup sur la confiance. Je ne peux pas travailler aujourd'hui, je ne viens pas, et je n'ai pas à fournir la charge de la preuve. Vous voyez ? Comment est-ce qu'on va vers des choses innovantes comme ça ? Bon, il y a un boulevard pour les partenaires sociaux. Moi, je trouve que c'est des sujets absolument fantastiques. De la même façon que si je peux lancer un appel aux partenaires sociaux, on était dans une situation, ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, on était dans une situation de mutation technologique extrêmement rapide avant la crise. J'en ai un peu parlé. La troisième révolution industrielle, c'est la conjonction du numérique, de l'intelligence artificielle, des robots, des imprimantes 3D, des biotechnologies, de tout ce qui concerne l'environnement, bien évidemment. Cette révolution industrielle, elle s'est accélérée et cristallisée avec la crise. D'accord ? La crise a d'ailleurs beaucoup plus souvent intensifié en fait des phénomènes qu'elle n'en a fait naître. Ça, c'est ce que les économistes appellent, pardonnez-moi pour le jargon, un phénomène de destruction créatrice. C'est-à-dire que ça crée beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de produits, de services, de nouvelles façons de travailler, mais qui viennent en remplacement d'anciennes. C'est ça la notion de destruction créatrice. Pour les partenaires sociaux, ça veut dire que tout ce qui est prospective, ce que vous faites d'ailleurs ici, mais prospective en matière d'emploi, mais plus encore en matière d'évolution des emplois. Parce qu'il y a les nouveaux emplois, les emplois qui vont disparaître. Mais le gros du sujet, c'est dans les emplois existants, quelle va être l'évolution ? Quelles sont les tâches qui vont disparaître ? Quelles sont les tâches qui vont apparaître ? Quelles vont être les nouvelles façons de travailler ? Sur ce sujet, mes amis, il n'y a pas grand monde. Ça, c'est vraiment un magnifique sujet pour les partenaires sociaux. La prospective et l'adaptation.
Justement, les partenaires sociaux ont été amenés à décider, à prioriser pour agir en faveur des entreprises et des salariés pendant la crise sanitaire, ce qu'on va découvrir dans la table ronde. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir et de leur demander ? J'ai envie surtout d'être rassuré. Alors, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment eux ont vécu cette situation extrêmement particulière. Mais surtout, j'ai envie d'être rassuré. Je pense qu'on a un combat commun à mener, en fait, justement sur le rôle des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux sont souvent critiqués. Alors, là encore, vous savez que je ne connais pas la démagogie. Parfois, à juste titre, hein. Même chez les partenaires sociaux n'échappent pas parfois à des rigidités, n'échappent pas parfois à des postures. Je vais même oser le dire, ils n'échappent pas parfois à des combats qui peuvent être un peu des combats d'arrière-garde. Mais on a absolument besoin d'eux. Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour montrer quelles initiatives vont... Allez, je prends un sujet, le sujet de la santé. Quelles initiatives on met en place, par exemple dans le domaine de la prévention, pour montrer que les partenaires sociaux sont absolument indispensables dans notre société, qu'on est capable d'aller de l'avant, qu'on est capable d'être innovant. Vous voyez, je pense qu'il faut vraiment qu'on aille vers des choses extrêmement concrètes. Le diagnostic partagé, je pense qu'on va le faire assez rapidement, mais il faut vraiment qu'on soit capable de faire des propositions extrêmement concrètes parce que c'est ça ce dont les gens ont besoin. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Anne-Sophie pour cet éclairage. Nous allons débuter notre deuxième séquence avec la table ronde animée par Isabelle Akowski, directrice du développement au sein du groupe Malakoff Humanis, et Pauline Périssé, responsable du développement. Je propose maintenant de céder la parole à Pauline. Merci Béatrice et bonjour à tous. Je vous rappelle que vous avez un chat à disposition, alors n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez pour Nicolas Bouzou, il reste avec nous jusqu'à la fin, donc n'hésitez pas à lui poser des questions et il répondra à l'issue de la table ronde. D'ailleurs, elle va bientôt commencer, donc là aussi, n'hésitez pas à poser des questions à nos participants et j'aurai le plaisir de les remonter. Et avant de donner la parole à Isabelle, je vous rappelle que le 8 juillet prochain, nous allons enfin avoir la chance de nous voir en vrai lors de notre soirée festive au Chac. Donc, bloquez bien vos agendas. Et je vous propose de visualiser une vidéo qui vous présente le lieu des festivités. Bonjour à tous et ravi de vous accueillir pour cette table ronde. Donc, avant de débuter nos échanges et d'accueillir nos participants, je vais en quelques mots vous détailler comment les branches professionnelles se sont mobilisées pendant la période, quels leviers elles ont activés et comment le groupe également s'est positionné. Donc, commençons tout d'abord par rappeler l'accompagnement du groupe pendant cette période inédite. Alors, fidèle à nos valeurs de solidarité, d'engagement et à notre mission d'utilité sociale, très vite, le groupe s'est mobilisé et a mis en place un dispositif spécial, Solidarité Entreprise Covid-19, pour accompagner les branches professionnelles, les entreprises, les salariés et les retraités qui étaient confrontés à des difficultés économiques et sociales. Ce dispositif s'est concrétisé par 2 packs, un pack santé et un pack fragilité. Un pack santé qui comportait entre autres l'accès à la plateforme de téléconsultation du groupe, mais également l'accès aux plateformes de soins et de suivi à domicile. Le pack fragilité, quant à lui, il était destiné aux salariés les plus vulnérables avec la mise à disposition de lignes d'écoute avec du personnel formé spécialement sur les sujets et des aides financières également accessibles via ICESU. Et puis, le groupe a également accompagné les dirigeants des TPE sur des questions de droit du travail, de droit social et de droit fiscal.
Notre groupe a également pris en charge des prestations qui n'étaient pas prévues en fait contractuellement, comme par exemple la prise en charge des arrêts de travail des personnes qui étaient en quarantaine avant le premier confinement. Et on a également accordé l'étalement des cotisations pour les entreprises les plus fragilisées qui en faisaient la demande. Et bien sûr, partenaire privilégié des branches professionnelles, le groupe a accompagné les branches qu'il couvre avec un accompagnement spécifique sur mesure et notamment un accompagnement social renforcé, mais ça sera l'objet de la table ronde et on va l'évoquer avec nos partenaires dans quelques instants. Et puis nos packs santé et nos packs fragilité, ils ont été adaptés à la sortie de confinement. Tous les mécanismes en fait, de prévention qui étaient prévus en présentiel ont été faits en distanciel avec des modes de connexion très importants. Et puis on a développé des nouveaux services sur la gestion du stress et également l'accompagnement des entreprises sur la reprise d'activité. Donc c'est un dispositif de solidarité exceptionnel de 368 millions d'euros qui a été mobilisé par le groupe pendant cette période. Maintenant, je vous propose d'aborder comment les branches se sont emparées du sujet et quels sont les leviers qu'elles ont pu activer pendant cette période. En fait, les leviers qu'elles ont activés, ce sont des leviers qui sont adossés ou intégrés dans les dispositifs de protection sociale complémentaire, en prévoyance ou en frais de santé. Il y en a de plusieurs sortes. Tout d'abord, ce qu'ont fait les branches, c'est qu'elles ont fait la promotion des actions qui étaient mises en œuvre via les fonds DES ou les fonds dédiés. Elles ont bien sûr également déployé des mesures d'urgence avec des process de déclenchement simplifiés qui ont permis une grande réactivité et qui ont fait également le succès de ces mesures d'urgence. Et puis, elles ont activé un mécanisme assurantiel assez particulier que je vais vous détailler dans quelques instants, qui sont les réserves, qui sont adossées donc au régime de prévoyance et au régime frais de santé. Alors, on va aborder plus en détail donc, ces mécanismes, fonds dédiés, fonds DES et les réserves. C'est la petite minute d'intervention technique. Alors, vous savez que tous les ans, on a un rendez-vous incontournable avec nos partenaires sociaux. C'est la présentation des comptes de résultats, que ce soit en prévoyance ou en frais de santé. Et on a un mécanisme en fait, comptable qui permet en fait, d'avoir au débit du compte, très schématiquement, les charges. Qui sont notamment les prestations versées, et puis au crédit du compte, les ressources, donc typiquement les cotisations qu'on va encaisser. Et ce compte comptable, il va dégager un solde, et ce solde sera soit créditeur, soit débiteur. Si le solde est créditeur, les partenaires sociaux ont pu décider d'affecter une partie de ce solde à l'alimentation des réserves. Alors les réserves, elles sont là pour absorber des chocs de sinistralité, mais pas que. Elles peuvent également absorber des chocs réglementaires. Souvenez-vous, quand l'âge de la retraite est passé de 60 à 62 ans, évidemment, ça a eu un impact sur les régimes de prévoyance, puisqu'on a dû provisionner davantage en invalidité, donc ça a pesé fortement sur les régimes. Et les branches qui avaient des réserves ont pu financer donc cette mesure réglementaire par prélèvement dans les réserves. Et on va voir que ces réserves ont également été utilisées pendant la crise. On a également une partie de ce solde créditeur qui a pu être affectée donc au fonds DES, au fonds dédié plutôt, et puis les fonds DES qui maintenant sont attachés au mécanisme de recommandation puisque désormais 2% des cotisations sont affectées à des fonds qui permettent de pouvoir financer des mesures de solidarité ou des mesures de prévention. Donc aujourd'hui, au sein du groupe, on accompagne 166 branches. Il y a 70 fonds qui sont actifs aujourd'hui dans les branches, que ce soit des fonds sociaux ou des fonds degré élevé de solidarité. Et ces fonds, ils cumulent au 31 décembre 2019 25 millions d'euros pour les fonds DES, 17 millions d'euros pour les fonds dédiés, tout assureur confondu, dans le cadre des co-assurances. Ils sont alimentés de plus de 10 millions par an. Et puis, il y a une dépense annuelle qui est de l'ordre de 7,5 millions donc, de ces fonds. Donc, si vous voulez, les branches ont quand même des moyens, alors évidemment en fonction de la taille de la branche et des fonds en question associés, mais il y a quand même des moyens d'action en matière de prévention et de prise en charge des vulnérabilités. Alors, par rapport à la crise, en fait, les branches, elles n'ont pas attendu évidemment la crise pour se mobiliser sur ces dispositifs de prévention. Et elles ont évidemment activé une communication beaucoup plus forte pendant la crise sur tous les mécanismes qu'elles avaient pu déclencher à ce titre, que ce soit sur des aides financières pour les familles monoparentales ou sur les risques psychosociaux, sur la prévention des addictions, sur l'épuisement professionnel, le soutien psychologique. Donc il y a toute une communication très importante qui a été faite pendant la crise sur ces différents sujets. Pendant la crise, les partenaires sociaux se sont également mobilisés pour mettre en place des mesures d'urgence qui étaient inédites en faveur des salariés les plus fragilisés. Donc c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, des aides financières ciblées, simplifiées,
des aides qui vont de 100 à 800 €, un processus entièrement dématérialisé avec un minimum de pièces justificatives. Des actions inédites. On a vu des branches mettre en place du soutien scolaire, mettre en place des programmes de formation spécifiques sur les enjeux du télétravail. On l'a abordé il y a quelques instants avec Nicolas Bouzou. Ça a pu servir également à l'achat de matériel informatique. Donc, vous voyez tout un dispositif de mesures tout à fait exceptionnel déclenché grâce donc à ces fonds et également grâce aux réserves pour les branches qui en disposaient et qui ont pu servir à exonérer par exemple un trimestre de cotisation et également à titre tout à fait exceptionnel de prendre en charge les arrêts pour garde d'enfants. Donc voilà, on a balayé en fait tous les mécanismes, que ce soit au niveau du groupe ou au niveau des branches qui ont été donc déployés pendant cette période. Donc maintenant, place à notre table ronde. Nicolas Bouzou, vous restez à nos côtés pour cet échange. Et je vais vous présenter donc nos participants à cette table ronde que je remercie de leur présence. Donc nous avons à nos côtés Nelly Froger de la CFE-CGC qui représente l'INPR, l'Institution nationale prévoyance des représentants, dont elle est la vice-présidente. Donc avec vous, Nelly, on va parler des VRP. Nous avons également Catherine De Bruyne, qui est à nos côtés. Bonjour Catherine, directrice de la négociation collective et de la protection sociale au sein du GNI, le groupement national des indépendants hôtellerie et restauration. Et nous avons en duplex Lionel Namin, qui est le secrétaire général de l'ANEA, l'Alliance nationale des experts en automobile. Bonjour Lionel et bienvenue à nos côtés. Alors, nous allons commencer donc nos questions. Et la première question, elle est pour toi, Catherine. On sait que le secteur des hôtels, cafés, restaurants a été durement touché par la crise, avec des mois complets à l'arrêt. Quel regard as-tu sur cette période en tant que fédération patronale et comment cette période a été vécue au niveau de la branche ? Alors effectivement, on a connu une crise majeure, un arrêt total d'activité. Le secteur de l'hôtellerie-restauration ne se prête pas du tout au télétravail. Donc ça a été un choc énorme dont l'impact, on ne l'a pas encore complètement mesuré, que ce soit du point de vue de l'activité, du point de vue du ressenti des chefs d'entreprise et des salariés. Dans cette crise, qui n'est pas terminée d'ailleurs pour notre secteur, ne perdons pas de vue qu'on a toujours une jauge, on a le couvre-feu, on a des secteurs d'activité qui n'ont pas redémarré, comme les discothèques. On a malgré tout une lueur d'espoir, c'est que la reprise telle qu'elle a eu lieu après le premier confinement s'est bien passée, à la fois en termes d'activité économique, mais aussi en termes de retour à l'emploi. On a généré plus de 50 000 embauches en quelques semaines après le premier déconfinement, donc ça nous donne des lueurs d'espoir pour cette reprise qui va bientôt être complète dans les prochains jours. D'accord. Merci Catherine. Lionel, de votre côté, vous, est-ce que vous aviez déjà pensé au niveau de la branche et au niveau patronal un quasi-arrêt de la circulation automobile, constat qui a été fait lors du premier confinement finalement. Et c'est l'occasion peut-être, Lionel, de nous rappeler votre activité pour que tout le monde comprenne bien en fait, les enjeux au niveau de votre profession. Merci pour votre question et votre invitation. Alors effectivement, paradoxalement, du côté de cette profession d'expert automobile, c'est le scénario catastrophe auquel la profession se prépare depuis des décennies. Puisque la profession des experts automobiles est structurellement dépendante de la circulation automobile. Si pas de circulation automobile, pas de risque d'accident aux conséquences matérielles, et donc pas de dommages à évaluer. Alors, on y avait déjà pensé. C'est la raison pour laquelle la profession cherche depuis longtemps à se diversifier en dehors du contexte accidentel, dans les domaines, je pense, mécaniques, technologiques, mais aussi dans toutes les problématiques plus récentes liées donc aux mobilités, ce qui permettrait donc à la profession de s'émanciper vis-à-vis du véhicule automobile. Mais en toute franchise, nos scénarios donc associés donc à ce problème donc d'absence de circulation automobile ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une pandémie. Alors en tout état de cause, le confinement, à conséquence de cette pandémie, de mars donc à mai 2020 pour sa première séquence, a eu raison effectivement très rapidement de l'activité dans la profession, puisqu'elle a chuté immédiatement de 85%, à corréler avec la baisse du trafic routier. Sur la première semaine, je ne sais pas si vous avez ces chiffres en tête, mais sachez que sur la première semaine du confinement de mars donc 2020, le trafic routier avait chuté de 75%. Et sur la dernière semaine, donc avant le retour, enfin la dernière semaine avant le déconfinement, au mois de mai, le trafic routier avait encore chuté donc de 50%, ou était encore à 50% de moins que donc en temps normal. Donc
pendant cette période-là, nos entreprises se sont retrouvées donc dans une situation de quasi-arrêt, pas de nouvelle affaire, donc en raison de l'absence de circulation automobile, ce qui avait raréfié donc les sinistres auto. Mais nos entreprises ont quand même maintenu donc un filet d'activité avec les stocks de dossiers. Donc les dossiers sinistres, ceux qui avaient été enregistrés donc juste avant donc le confinement, et la possibilité, il faut savoir dans cette profession qu'il y a la possibilité d'expertiser, c'était connu déjà avant donc la pandémie, d'expertiser donc selon le mode du distanciel, donc sur la base de photos qui sont adressées à l'expert, photos donc du véhicule accidenté et qui permet donc de pouvoir faire cette évaluation à distance. Donc 100% de nos entreprises ont eu recours donc à l'activité partielle et les 500 entreprises sur cette période, donc les 2 premiers mois du confinement, les 500 entreprises de la branche ont perdu 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Merci Lionel. Pauline, j'en profite pour faire un point avec toi pour savoir s'il y a déjà des questions pour nos partenaires. N'hésitez pas à les poser. Pauline nous les fera remonter. Oui, Isabelle, j'ai une question pour Lionel Namin. Après le premier confinement donc, et l'arrêt de la circulation auto, comment vous avez accompagné les entreprises et les salariés à la reprise d'activité? Alors, l'impératif était surtout de rassurer les salariés de la profession qui allaient revenir au travail. Donc, c'était notre axe donc, de réflexion. Il faut savoir que l'expertise, c'est une profession de contact. Tous les jours, les experts auto se rendent dans les ateliers, garages, pour voir le véhicule accidenté et surtout, donc à cette occasion, avoir un échange verbal donc avec le réparateur pour que l'expert et ce réparateur fixent ensemble les conditions techniques et économiques de remise en état du véhicule. Donc il fallait donc que nos entreprises soient en situation de garantir à ce moment-là, par rapport à cette reprise, la sécurité individuelle au travail des experts sur le terrain, mais aussi bien sûr du personnel administratif au bureau. Alors, au niveau de l'organisation professionnelle et de la branche, nous avons agi dans ces 2 directions. En premier lieu, en commandant donc les fameux équipements de protection individuelle, masques et gants dont tout le monde manquait à l'époque, pour toutes les entreprises de la profession, et en assurant donc la logistique pour livrer à chaque cabinet d'expertise donc ces dispositifs. Et puis, de l'autre côté, en rédigeant donc un guide sanitaire avec les partenaires sociaux de la branche avec laquelle on connaît un dialogue social donc très fluide. On n'a pas hésité donc avec les partenaires sociaux donc de se mettre immédiatement au travail en utilisant les technologies pour négocier. Je pense bien sûr aux plateformes de réunions distancielles. Et ça a été pour parler de l'expérience donc que nous avons vécue, notamment pour la rédaction de ce guide sanitaire, ça a été particulièrement efficace. Donc ces plateformes, on a pu vraiment faire un travail donc très abouti, et la technologie a été vraiment donc de ce point de vue-là donc très favorisante donc pour réaliser ce travail. D'ailleurs donc on a pu donc en élaborant donc ce guide, bien évidemment donc l'adapter aux réalités donc de la profession, à toutes les réalités de la profession. Il était particulièrement bien documenté, et j'avoue que on est assez fiers que notre guide ait été salué par le secrétariat d'État chargé des retraites et de la protection de la santé des salariés. Merci Lionel. Donc effectivement une profession durement touchée également par la crise, mais on voit que vous avez pu rebondir derrière, notamment pour cette reprise d'activité. Une question pour vous maintenant Nelly. Vous pouvez s'il vous plaît nous décrire le statut VRP et son mode de rémunération. Comment vous fonctionnez? C'est suffisamment particulier pour pouvoir apporter un éclairage sur ce statut particulier? Oui, bien sûr. Merci Isabelle, et merci à vous tous et toutes de m'accueillir sur cette table ronde. Effectivement, nous allons parler du statut VRP. Et VRP, ça parle un petit peu à tout le monde parce qu'on entend le terme VRP utilisé notamment par les médias. Souvent, quand on parle du président de la République qui va vendre des avions dans les pays étrangers, on dit que notre président est le VRP de la France. Non, VRP de la France, c'est pas pour tout le monde non plus. Le statut VRP, c'est un statut, c'est-à-dire que c'est un statut d'ordre public. Nul ne peut y déroger. Et d'ailleurs, il figure dans le Code du travail.
Que signifie VRP, voyageur représentant placier? Ces termes sont plus tellement d'actualité parce que placier, on ne place plus des produits. Voyageur, oui, on voyage toujours. Et représentant, c'est prendre des commandes, c'est les effets de commerce. Ce statut, bien qu'il soit très d'actualité aujourd'hui, a été créé en 1937. Après de longues années de débats, d'ailleurs, on retrouve ces débats-là dès 1913, où on retrouve des discussions sur le contrat de travail dans des conseils d'administration d'organisations syndicales. Ne perdons pas de vue qu'en 1913, le Code du travail n'était qu'à ses prémices et que les règles concernant l'exécution du contrat, notamment la rupture, n'étaient pas posées. D'où la mise en place d'une indemnisation en cas de rupture de contrat. Il est très primordial à l'époque de doter les commerciaux d'une indemnisation spécifique en relation avec la perte de la clientèle apportée. Il s'agit là d'un statut atypique, comme vous le dites. Certes, le VRP est salarié. Ça, il ne faut pas l'oublier. Souvent, on se pose cette question-là. Mais le VRP est un véritable salarié. Mais par des conditions particulières d'exercice de son activité, du fait de son éloignement géographique de son employeur et du fait des modalités de rémunération. Il est soumis à des règles spécifiques. Et c'est vrai que la rémunération, c'est un point primordial. En effet, le VRP peut avoir une rémunération fixe à laquelle s'ajoutent des variables. Il peut percevoir, en plus de son salaire, des primes sur objectif. Mais aussi, il peut être rémunéré uniquement à la commission, ce qui est notamment le cas des VRP multicartes qui travaillent pour plusieurs employeurs, chose que je connais bien puisque je suis moi-même VRP multicarte. Donc, payer uniquement à la commission et avoir tous ses frais à sa charge. Le salaire est alors constitué d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires apporté. Merci Nelly. Donc, du coup, compte tenu de ce statut effectivement très particulier, quelles ont été les conséquences concrètes de la crise pour les VRP? Voilà. Oui, effectivement, quand on a été confronté dès le départ, en mars 2020, dès le départ, il a fallu effectivement, on s'est rendu compte tout de suite que l'entreprise pouvait être fermée. Les clients ont pu baisser le rideau, donc on ne pouvait pas les visiter. Et les restaurants et hôtels étaient fermés. Donc voilà le VRP dans sa condition de travail de tous les jours. La première difficulté qu'on a rencontrée, c'est le fait que le VRP n'était pas éligible au chômage, bien qu'il soit salarié. Ça, c'était une chose qu'on ne connaissait pas. Donc, nous nous sommes battus, entre guillemets, on ne devrait peut-être pas employer ce terme-là, mais nous avons interpellé le ministère du Travail, notamment la CSN des forces de vente, qui s'est battu auprès du ministère tous les jours pour arriver à un décret, le 16 avril 2020, pour reconnaître l'éligibilité du VRP au chômage. Maintenant, deuxième problème, les directs. Les directs disaient, attention, nous on ne peut pas verser d'indemnité car il n'y a pas de calcul de taux horaire. Il a fallu, je rappelle que les VRP ne sont pas soumis à des conditions horaires. Donc il a fallu immédiatement trouver un calcul pour le taux horaire. Là aussi, ça a été source de débat tous les jours réguliers pour arriver à un taux horaire qui a été calculé. Donc là, vraiment, on est arrivé à une possibilité donc, de chômage, d'indemnisation pour les VRP. D'accord, ok. Donc, compliqué, mais malgré tout, Nelly, à force d'acharnement, vous avez quand même réussi à mettre en place un certain nombre de mesures pour vos VRP. Oui. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, on est là pour ça. Oui, bien sûr. On est là pour ça. On doit œuvrer pour cette catégorie, je dirais une catégorie de VRP, une communauté, une catégorie. Parce que les VRP travaillent dans toutes les branches professionnelles. C'est interpro, bien sûr. Interpro. Oui, complètement. Ok, merci Nelly. Catherine, maintenant, on va aborder les dispositifs déployés donc, pendant la crise par les branches. Donc justement, est-ce que tu peux nous décrire les dispositifs qui ont été mis en œuvre donc, sur la branche des hôtels, cafés, restaurants. Et il me semble que les réserves ont été un mécanisme que vous avez utilisé. Oui, alors effectivement, dès le début de la crise, les partenaires sociaux, nous nous sommes réunis pour évaluer les mesures d'urgence qui pouvaient être prises en direction des entreprises et des salariés. Et celle qui a été adoptée, c'est une exonération de cotisations patronales et salariales pour le trimestre 2 de l'année 2020. Donc ça s'est traduit immédiatement sur les comptes de nos régimes et ce sont les réserves qui nous ont permis de le faire, qui
Sans ces réserves, on n'aurait pas pu réagir aussi vite, aussi efficacement, aussi durablement, aussi quand même un trimestre. Alors on regarde la crise, ça peut sembler dérisoire, mais malgré tout, c'est quand même tout de suite une mesure qui est intervenue et qui ont été possibles grâce à ce pilotage des partenaires sociaux qui ont généré au fil des années ces réserves. Ouais, les réserves sont importantes dans les pilotages de régime de branche. Oui. On l'avait évoqué également au lancement du comptoir des branches il y a quelques semaines de ça. Lionel, vous, de votre côté, en tant que fédération patronale, vous vous êtes emparé donc très vite du sujet dès début mars et vous avez organisé dans la foulée des CPPNI exceptionnels afin d'acter rapidement des actions concrètes à déployer dès début avril 2020. Quelles ont été ces actions, Lionel ? Alors c'est exact, nous avons agi spontanément et rapidement, car au niveau de notre organisation professionnelle, nous avons de suite compris que notre rôle durant ce confinement serait d'éclairer nos entreprises et leurs salariés, pour les guider à trouver les clés pour faire face donc à cette crise inédite. Alors en premier lieu, nous avons pensé au sujet justement des vulnérabilités, car par définition, une crise affaiblit. Nous voulions de suite engager des actions collectives pour soulager économiquement nos salariés comme nos entreprises et le faire savoir. Alors, le sujet de la prévoyance a été l'une des évidences pour deux raisons. Les cotisations, comme ça a été rappelé par l'intervenante précédente, sont cofinancées par les salariés et les employeurs. Et le régime au niveau de la branche avait été bien géré et nous avions des excédents disponibles, ce que nous appelons, ce que vous appelez des réserves. Donc le résultat de cette réflexion a été conduit avec votre organisme de prévoyance et nous avons construit une double action. L'exonération également du second trimestre des cotisations employeurs et salariés et une action plus singulière côté de notre branche, qui a consisté à venir en aide aux salariés qui se trouvaient massivement au chômage partiel via une allocation de 250 €. On a mis en place un process extrêmement simplifié pour que les salariés puissent avoir accès à cette allocation, leur permettant de pouvoir intervenir rapidement et que bien évidemment cette allocation leur soit versée également rapidement. Autant vous dire que cette action a connu un franc succès puisque nous avons pu servir près de 850 salariés, soit un tiers des salariés qui sont adhérents de Malakoff Humanis, pour un montant total de 207 000 € qui ont pu être financés grâce à notre fonds dédié, puisque c'est sur notre fonds dédié que nous avons pu financer ce dispositif, puisque comme je le disais tout à l'heure, nous avions un certain nombre de réserves et nous avions constitué avant cette crise un fonds dédié qui a permis de pouvoir mettre en place cette action. Alors Lionel, vous nous indiquez à l'instant que cette mesure a eu un franc succès. Donc comment vous avez fait pour valoriser justement cette action, ces fameux 250 €? Comment vous avez communiqué sur cette mesure particulière? Alors, la communication sur cette action a été assurée par un double canal. Donc, canal assez classique qui est celui de notre organisation professionnelle, donc au niveau de la branche. En plus, il se trouve qu'au niveau de la branche, nous sommes la seule organisation professionnelle côté patronal représentative. Mais aussi grâce à un autre organisme qui cette fois-ci est paritaire. Il se trouve qu'au niveau de notre branche, nous avons là aussi une singularité qui nous est quasi propre en France, c'est que nous avons un comité d'entreprise de branche qui est géré avec les partenaires sociaux de notre branche et qui pour la petite histoire s'intitule APACEA. Et le canal de l'APACEA nous a permis de pouvoir toucher l'ensemble des salariés de notre branche pour cette communication. Alors ça a été effectivement très efficace. Les salariés ont pu être directement touchés par cette double communication, ce que l'organisme de prévoyance, comme vous le savez, ne peut pas faire puisque seules les entreprises est connu de ces registres. Donc c'est vrai que la manière dont nous sommes au niveau de la branche organisée a vraiment favorisé cette communication de proximité
qui a bien fonctionné, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de retour, un tiers des salariés qui ont profité donc de cette allocation, c'est assez important, très important même. Communication efficace, effectivement, Lionel. Nelly, je me tourne vers toi. Compte tenu de la situation, vous, de votre côté, comment vous vous êtes mobilisés et qu'avez-vous déployé comme action spécifique, justement, pour les VRP en cette période? Oui, merci Isabelle. Tout de suite, l'INPR a réagi dès la connaissance de cette pandémie. Et l'INPR, effectivement, donc l'Institution nationale pour la prévoyance des représentants, entité de Malakoff Humanis, dispose d'un fonds pour l'action sociale. C'est à ce titre que le conseil d'administration a voté, dès le mois de mai, a voté déjà un report des cotisations sociales pour les entreprises. C'était déjà la première des choses pour aider les entreprises. Et pour aider les VRP, nous avons utilisé un dispositif d'aide personnelle, c'est-à-dire que chaque VRP pouvait demander, c'était à la demande du VRP, demander une aide en justifiant bien sûr la perte de chiffre d'affaires, la perte de ceci. Et l'aide a été quand même très importante puisque l'aide a été de 800 €. Et je rappelle d'ailleurs que c'était l'aide pour 2020 et que pour 2021, le conseil d'administration a voté la reconduction aussi de cette aide. Donc, qu'en est-il des chiffres de cette aide de 800 €? Au total, nous enregistrons actuellement 939 demandes pour un budget global de 750 800 €. Je trouve que c'est très beau. C'est les aides qu'on a pu verser pour aider les VRP, car nous avions des VRP qui avaient 0 € de salaire. Je rappelle que le VRP multicarte payé entièrement à la commission n'avait aucun salaire, puisque lui, c'est uniquement rémunéré sur le chiffre d'affaires, avec un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc 750 800 € de versés à titre d'aide. Vraiment d'aide, ce n'est pas un prêt. Des prêts peuvent être accordés au fond de l'aide au niveau de l'action sociale, mais là, c'était une aide spécifique Covid. Ceci, si vous voulez, nos réserves à l'INPR sont importantes, vraiment très importantes, et ceci a été pris sur nos réserves. Très bien, Nelly, merci. Donc, un peu comme Lionel, finalement, votre mesure, elle a eu grand succès. Donc, j'imagine qu'il y a de la communication qui a été faite également par rapport à cette mesure très particulière. Donc, du coup, quelle est la clé de votre réussite, Nelly? Oui. Alors, je ne m'attribue pas la réussite, j'attribue la réussite au niveau de l'INPR. Et je remercie d'ailleurs tous les salariés de l'INPR, de la Malakoff Humanis, qui ont œuvré dans l'esprit de la communication, puisque c'est ça, la réussite, ça a été la communication. On a un site internet www.vrp-info.org où tout ceci a été bien expliqué, bien relayé. Des newsletters ont été adressés régulièrement. Ça, c'est quand même important. Là aussi, on a été très réactifs sur les newsletters. Et donc, c'est une bonne communication. Là, on va mettre en place une carte professionnelle. On continue dans la communication. On va mettre une carte professionnelle pour tous les VRP. C'est-à-dire qu'on veut que la catégorie, cette communauté de VRP, soit rassemblée autour d'une carte professionnelle. C'est important. Ça apporte de la plus-value. Vraiment une belle plus-value. Mais merci à la communication. Oui, c'est capital, effectivement, dans ce type de situation. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de visualiser un témoignage qui est celui de Noël Lechat, qui est secrétaire général à la Fédération CGT des sociétés d'études et qui va nous expliquer comment la branche des bureaux d'études techniques et des mandataires et administrateurs judiciaires s'est mobilisée pendant la période. On l'écoute. Les vulnérabilités ont certainement dû être un de ces sujets de négociation pendant la crise sanitaire. Alors, c'est vrai, mais en même temps, c'est la prolongation de tout ce qui avait été fait auparavant. C'est vrai pour les bureaux d'études, c'est vrai pour les administrateurs et mandataires judiciaires, et c'est aussi vrai pour les experts automobiles. Donc ça n'a pas forcément rajouté beaucoup d'éléments, mais en tout cas, ça a permis d'approfondir un certain nombre de questions. Alors, au niveau des bureaux d'études techniques, il y a donc plusieurs secteurs. Il y en a qui est vraiment très impacté. C'est par exemple tout ce qui est palais des congrès, puisqu'ils ont été à l'arrêt et ils sont encore à l'arrêt aujourd'hui. C'est assez compliqué. On a un impact beaucoup moins important en ce qui concerne les ESN, le numérique. Mais en même temps, on avait déjà développé un certain nombre d'outils auparavant, ce qui nous a permis de rebondir pendant la pandémie
On a mis en place une plateforme d'écoute qui permet à la fois de gérer effectivement le burn-out et puis tout ce qui va autour, notamment en période de télétravail. Chose qu'on n'avait jamais vue auparavant, puisque, comme vous le savez, pendant 2 mois, et jusqu'à encore aujourd'hui, enfin jusqu'au 9 en tout cas, le télétravail était quasiment obligatoire. Eh bien, je voulais aussi te poser des questions sur une convention collective, une branche que je connais bien, et toi aussi, qui sont les administrateurs et les mandataires judiciaires. Donc c'est de savoir, la première question, de savoir ce que vous avez mis en place au sein de cette branche. On avait mis en place une plateforme d'écoute téléphonique. L'idée, c'était effectivement de permettre aux salariés qui se retrouvaient dans une certaine détresse, bien de pouvoir rebondir, en tout cas, entre guillemets, de pouvoir se confier. Il y a eu des résultats, et donc à partir de là, on est plutôt satisfait de ce qui était mis en place. Alors Catherine, Noël évoque dans son témoignage le développement des plateformes de soutien psychologique sur cette période. Sur les hôtels, cafés, restaurants et sur cette thématique en particulier, nous avons tous entendu pendant la crise sanitaire que certains chefs d'entreprise étaient vraiment en détresse. Qu'avez-vous mis spécifiquement en place pour eux ? Alors dès qu'on a réglé l'urgence qui était quand même celle de la survie économique des entreprises et de la négociation des aides, on s'est très vite rendu compte effectivement que les chefs d'entreprise connaissaient une période noire, se sentaient inutiles, il y avait des craintes majeures pour leur avenir, pour l'avenir de leur entreprise, pour l'avenir de leur famille par voie de conséquence. D'où l'idée de les accompagner, de leur proposer des accompagnements au travers de consultations auprès de psychologues dédiés, en toute confidentialité, parce que c'est très important. Ce ne sont pas des personnes qui ont l'habitude de se répandre, ou en tout cas de se confier. Ce sont des gens qui sont plutôt sur la réserve. Donc il a fallu mettre en place un dispositif rassurant vers lequel ils puissent s'orienter pour parler de leurs difficultés. Et c'est un sujet extrêmement important dans mon organisation, le Groupement national des indépendants. On croit énormément à la valeur du capital santé du chef d'entreprise. C'est un sujet que l'on travaille régulièrement, sur lequel on travaille régulièrement, parce que ça participe de la même façon que l'économie au bien-être de l'entreprise et à sa survie. D'accord. Et de la même façon pour les salariés, comment avez-vous opéré du coup ? Alors, la plateforme qu'on a utilisée pour les chefs d'entreprise, elle était exclusivement dédiée aux chefs d'entreprise, elle a été portée par le laboratoire à Maroc. Et concernant les salariés, on a fait appel à un dispositif tout à fait similaire, avec la même confidentialité, les mêmes experts pour répondre aux demandes des salariés, eux aussi extrêmement en détresse, auprès de Stimulus, en partenariat avec les organismes porteurs de risques dans nos régimes. Très bien. Merci Catherine. Lionel, de votre côté, votre branche, elle n'a pas attendu la crise sanitaire pour s'emparer des sujets de vulnérabilité. Vous aviez déjà mis en place des dispositifs au sein de votre branche depuis quelques années. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, et notamment sur la cellule psychologique SIA ? Depuis plusieurs années, on avait déjà mis en place, donc via nos fonds dédiés, j'en ai parlé donc dans ma précédente intervention, un service d'écoute et d'accompagnement psychologique dénommé PSIA. Alors concrètement, donc c'est une plateforme qui est accessible donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, elle est vraiment en permanence accessible. Les intervenants sont des psychologues cliniciens. Les problématiques ciblées par rapport à cette plateforme sont des problématiques en premier lieu professionnelles, mais aussi pas exclusivement professionnelles, mais aussi familiales et conjugales, ou encore donc des problématiques très personnelles comme celles qui sont liées donc à des chocs émotionnels, deuil ou dépendance, maladie. Si besoin, donc lorsque les personnes contactent donc la plateforme, le psychologue oriente vers des psychologues de proximité. Et sachez que à travers ce dispositif, il y a une prise en charge de toutes les consultations en face à face à hauteur de 5 heures. Alors, ce dispositif donc préexistait à ce confinement, conséquence de cette crise sanitaire. Et bien évidemment, ce dispositif, là aussi, on a beaucoup communiqué dessus, de façon à ce que nos salariés puissent donc l'utiliser si besoin, compte tenu
du contexte sanitaire et de cet isolement associé à ce contexte sanitaire qui pouvait générer donc un certain nombre de troubles et avoir l'utilité d'utiliser cette plateforme avec ces psychologues qui sont immédiatement accessibles. Ok, merci Lionel. On voit effectivement à quel point le volet psychologique, bien sûr, a été important donc, dans cette période de crise inédite, aussi bien pour les dirigeants que pour les salariés. On arrive bientôt au terme de cette table ronde. Une dernière question, Catherine, pour toi. On va se tourner un petit peu vers l'avenir. Comment tu vois le pilotage des régimes de prévention et de frais de santé à terme, pour l'avenir ? Avant de voir l'avenir, il va falloir qu'on fasse le bilan. C'est très important. L'impact, il est incommensurable. On a examiné des comportements pendant la crise un petit peu différents de ce qu'on a pu observer dans d'autres secteurs d'activité. On a une surconsommation de prestations pendant la crise. Est-ce que c'est exclusivement lié au fait que les salariés étaient chez eux et qu'ils ont pris plus le temps de se soigner, de regarder leurs garanties en mutuelle particulièrement? Est-ce que cela traduit un comportement qui va s'inscrire dans le futur? Quand on aura cette photographie du comportement et de l'évolution après cette crise, on pourra effectivement reprendre un pilotage aussi affiné qu'on a pu toujours le faire sur ces régimes et évidemment continuer à les maintenir de façon très solide. On ne le souhaite pas, mais le pire pourrait encore revenir. Donc, il faut être dans la prévention et se dire qu'il faut se doter des moyens pour pouvoir réagir si malheureusement on devait revivre quelque chose de cet ordre. Un pilotage donc prudent des régimes à terme, un pilotage vertueux des régimes de prévention et frais de santé. Très bien, on arrive au terme donc, de cette table ronde. Je vais me tourner vers Pauline pour savoir s'il y a des questions à poser à nos participants et même à Nicolas Bouzou ici présent. Pauline ? Alors oui, Isabelle, j'ai 2 questions. Une pour les partenaires sociaux qui est de savoir, pensez-vous qu'au niveau des CPPNI, l'organisation en distanciel va perdurer afin de faciliter la négociation et d'être plus rapide dans la prise de décision? Et j'ai également pour toi, Isabelle, une question qui est de savoir au niveau du groupe MH sur les dispositifs déployés pendant la crise par les branches, qu'est-ce qu'on retient de cette période et qu'est-ce qui va perdurer? D'accord, merci Pauline. On va commencer par la question pour les partenaires. Est-ce que l'un de vous trois veut y répondre sur le distanciel? Alors Catherine. Le distanciel dans les CPPNI, je pense qu'on va être très content de le quitter. À un moment donné, c'est quand même très bien de pouvoir échanger en direct. Alors même si on devra respecter les règles de distanciation et tout ce qui va autour, on a besoin de ce contact, on a besoin d'échanger. Les CPPNI en visioconférence, c'est quand même très froid. On perd de la substance, qui est celui quand même du contact humain. Donc oui, ça a été utile, ça a été indispensable et il a fallu faire avec, mais personnellement, je pense que c'est le sentiment dans la branche des HCR. On est quand même une branche d'accueil, de contact. Et les représentants que nous sommes, on partage cela. On a hâte de pouvoir reprendre en présentiel. Nelly, un petit complément peut-être sur ces sujets? Je rejoins complètement Catherine. Nous, les commerciaux, c'est comme les serveurs hôtels-restaurants. Les commerciaux, ils ont besoin du contact humain. Je vois mal faire un commercial le prospecter en visioconférence. Voilà, ça paraît très difficile. Effectivement. Voilà. Et puis le contact, c'est important pour nous. Bien sûr. C'est notre réalité de tous les jours. Métier de contact, effectivement. Et Lionel, peut-être, si vous voulez ajouter un mot sur cette question? Alors, j'aurais une approche un tout petit peu différenciée. Je pense que le distanciel, donc, il peut nous servir, donc même après la crise, notamment donc pour être plus réactif, pour pouvoir rapprocher donc nos périodicités donc de réunions. Donc avec les partenaires sociaux. Donc bien évidemment, il ne faut pas du tout abandonner le présentiel pour les négociations, mais il faudra peut-être pouvoir aussi mêler parfois quelques réunions distancielles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le distanciel, je trouve qu'il est particulièrement bien adapté pour donc les négociations donc à texte au long cours. Lorsque nous avons donc des textes qui sont relativement importants à rédiger, le distanciel donc permet une meilleure concentration puisqu'on peut tous à partir donc de nos écrans pouvoir donc être concentrés sur donc le texte que l'on veut rédiger et sur lequel bien sûr il y a une suggestion. Et on l'a vu sur la négociation concernant donc notre guide sanitaire auquel j'avais fait allusion tout à l'heure. Et ça, tout le monde en était, après la négociation, convaincu
qu'on n'aurait certainement pas réalisé aussi rapidement ce guide qui doit comporter de mémoire une 20aine de pages si nous avions travaillé en présentiel. Parce que je dirais en présentiel, on est beaucoup plus quelque part dispersé et moins prêt à travailler dans la rédaction. C'est de ce point de vue-là que le distanciel a été, de mon point de vue, très approprié et a favorisé donc l'élaboration de ce type de document. Donc, à voir en fonction donc des contextes et des sujets à traiter. Mais je dirais que parfois, pour nous rapprocher, le distanciel, donc pour avoir une périodicité plus importante, ça peut être important. Et puis, peut-être pour certains types de travaux aussi, le distanciel peut être assez adapté. Merci Lionel, donc une approche un peu plus mesurée sur la partie distancielle. Donc sur la partie qui m'appartient, donc sur ce qu'on a retenu, nous, groupe MH, par rapport à cette crise, on a vu que les branches avaient réagi très rapidement. Hein. On a vu les témoignages de ce matin, hein, ça le démontre. Et en mettant en place en fait des mesures rapides, dans un temps très court. Et donc nous, il fallait qu'on soit à la hauteur de cette réactivité derrière, puisque c'est nous qui déclenchions derrière les aides, bien évidemment. Donc je pense qu'on a gagné sur 2 axes. Sur l'axe de la simplification, puisque quand on a des offres qui sont très précises, avec des référentiels clairs, ça nous a permis de simplifier tous nos dispositifs de demande d'intervention sociale. On a simplifié les documents, on a simplifié les documents justificatifs à produire. Tout s'est fait évidemment en dématérialisé, puisqu'on était en plein confinement, et donc on a beaucoup travaillé sur ce sujet de la simplification et de l'efficacité. Et puis sur la communication également, puisqu'en fait, à chaque aide correspondait une adresse mail de retour personnalisée par branche, ce qui nous a permis d'orienter les flux très directement vers nos conseillères en prestations sociales et de pouvoir traiter en priorité les dossiers, ce qui nous a permis d'avoir une réactivité très forte et qui a participé au succès des aides donc mises en place par les branches. Et ça, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on capitalise. On a appris, nous aussi, de cette crise. Voilà, il faut modifier également parfois nos process, nos modes de fonctionnement. Et ben, dans cette période de crise, voilà ce qu'on a pu retenir, en tout cas, sur le déclenchement de ces aides. On arrive donc à la fin, donc ça passe très très vite en fait de cette table ronde. Nicolas Bouzou, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous retenez en fait de nos échanges avec nos partenaires et comment vous voyez le pilotage donc des régimes par les partenaires sociaux compte tenu des échanges qu'on a eus ce matin? Alors 2 choses. Première chose, moi j'étais très impressionné, même j'ai découvert pour être tout à fait honnête avec vous que la plupart en fait, des mécanismes que vous avez activés durant la crise préexistaient à la crise. Alors sans doute il a fallu en effet en accélérer l'accès, il a fallu les doter peut-être un peu davantage, mais enfin je trouve ça quand même très intéressant parce que vous voyez, si on fait le lien avec ce que je vous disais lors de mon intervention avant cette table ronde, on voit qu'il y a quand même une capacité à prévoir les choses au plus près du terrain, à mettre en place des dispositifs qui, un jour ou l'autre, vont servir. C'est vraiment à ça que doit servir l'assurance et je trouve que ça a été remarquablement fait. Donc il y a cet aspect-là, il y a un autre aspect qui a été aussi que les branches, elles ont montré quand même une capacité d'innovation pour proposer des choses nouvelles à leurs assurés. Donc je trouve que quand même le bilan est très positif. Maintenant, je pense que le travail qu'on doit faire, alors vous avez 1000 fois raison, il faut bien sûr faire un bilan, ça c'est très important de ce qui s'est passé, de ce qui a bien fonctionné, de ce qui n'a pas bien fonctionné. Je pense que vous devez faire aussi un bilan en matière de communication, parce que je pense que nos concitoyens savent pas forcément tout ce qui a été fait par les branches. Je pense que c'est quand même un univers qui semble assez compliqué, et puis il l'est d'ailleurs. Hein, donc il faut, mais il faut dire aussi les choses comme elles sont. Donc ça peut avoir un effet un peu de distanciation par rapport à nos concitoyens, mais je pense que c'est quand même très important que vous montriez ça, parce que, vous voyez, je parlais tout à l'heure du tout sécu. Pourquoi est-ce que je m'oppose au tout sécu? En fait, peut-être avant tout pour une raison en fait, qui est d'ordre philosophique. C'est-à-dire que je pense que c'est important de laisser de la liberté à la société et une certaine capacité d'adaptation à la société. Parce qu'en plus, les VRP, c'est une profession, c'était très intéressant, parce que c'est quand même une profession qui est très à part. Donc on ne peut pas avoir pour les VRP les mêmes règles que pour d'autres corps de métier. Donc il faut vraiment faire cette pédagogie, il faut montrer tout ce que vous avez fait pendant la crise, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Il faut aussi expliquer
que vous avez pu le faire grâce à une saine gestion par le passé, parce que vous aviez accumulé des réserves. Et là, je vais peut-être être un tout petit peu provocateur, mais je pense qu'il serait bon aussi parfois que l'État arrête de donner des leçons à tout le monde, notamment aux partenaires sociaux, parce que finalement... Non, mais c'est un discours que je tiens là pour faire plaisir, parce que, bon, on se connaît, mais j'ai toujours dit la même chose, hein, donc voilà, c'est vraiment très sincère, mais c'est peut-être aussi l'occasion de le redire. Vous aviez accumulé des réserves, c'est ça ce qui a permis d'être efficace. Il faudra sans doute en accumuler d'autres ces prochaines années. Et puis, voilà, il faut en permanence se tenir en veille par rapport aux nouveaux risques, par rapport aux nouvelles vulnérabilités. Moi, par exemple, je pense que le télétravail, c'est un sujet qui est colossal. Si j'ai encore peut-être 30 secondes pour conclure là-dessus. Le télétravail, en fait, la crise a été intéressante. Ça a été ce qu'on appelle maintenant dans le domaine médical, enfin tout le monde est coutumier avec ce vocabulaire, mais c'est les expériences en vie réelle. C'est-à-dire, quand on force les gens à faire du télétravail, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Et en fait, on a appris 3 choses pendant cette crise sur le télétravail. On a appris d'une part que le télétravail il devait être facultatif, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Voilà. Alors, je ne parle pas de l'état d'urgence sanitaire, hein, je parle des périodes normales. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. En fait, on pensait, moi le premier, que le télétravail c'était quelque chose que tout le monde devait aimer, parce que c'est un moyen aussi de mieux concilier peut-être vie professionnelle et vie privée, mais il y a des gens qui ont des logements trop petits, qui sont très jeunes, ils veulent être au bureau, donc il faut leur laisser cette possibilité-là. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante. Deuxième chose, le télétravail, c'est maximum, pour les métiers télétravaillables, hein, qui sont très nombreux, c'est peut-être 30 à 40% des métiers, c'est maximum 2 jours et demi par semaine. Alors 2 jours et demi par semaine, ça ne veut pas dire 2 jours et demi par semaine, ça veut dire ou 2 jours, ou 3 jours, ou une alternance de 2 ou 3 jours. Parce qu'en fait, au-delà de ça, la productivité suit une courbe en cloche, au-delà de ça, il y a des phénomènes de démotivation, etc. Et puis, troisième chose, et c'est là où je veux en venir, et ça je pense que c'est un sujet majeur pour les branches et pour les partenaires sociaux, il faut un management qui soit adapté au télétravail. Là aussi, je vais le dire un peu de façon brutale, pardonnez-moi, mais il ne faut pas coller en télétravail le mauvais management du bureau. Management avec plein de réunions, avec des contrôles incessants, etc. Le télétravail, c'est un management qui, de fait, est basé un peu sur la confiance. Si vous laissez les gens travailler chez eux, il faut accepter de les laisser travailler chez eux. Il ne faut pas leur coller 5 Teams ou 7 Teams ou Zoom par jour, mais on a tous vécu ça, hein, mais parce qu'on recrée les dysfonctionnements du bureau en pire. Et donc, je pense que c'est très important qu'on ait dans toutes les branches cette réflexion, non pas seulement, comme je le vois souvent, sur les modalités techniques du télétravail. Est-ce qu'on donne, quel type de tablette on propose à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait en matière de cybersécurité. C'est très important, mais il faut aller beaucoup plus loin, je pense, dans la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire en matière de management, en matière de complémentarité entre le domicile et le bureau, en matière de liens humains, en matière de reconfiguration des bureaux. Et je trouve en plus que c'est vraiment... Et alors, d'ailleurs, puisqu'on est ici pour parler des vulnérabilités, le télétravail, ce sont des possibilités fantastiques pour les collaborateurs, notamment justement pour leur permettre de mieux articuler vie professionnelle et vie privée, mais c'est aussi de nouvelles vulnérabilités. On s'est rendu compte, on a fait une étude, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de gens qui avaient l'impression d'être harcelés quand ils étaient en télétravail. Souvent, ils ne le sont pas, mais ça traduit quelque chose, en fait, qui veut dire... J'ai peur qu'on dise des choses derrière mon dos, j'ai peur qu'ils se disent au bureau. Donc en fait, souvent, ce n'est pas du harcèlement, mais pour des gens qui sont justement en situation de vulnérabilité, qui sont chez eux, qui sont isolés, ça peut les amener à penser qu'ils sont harcelés, même s'ils ne le sont pas. Ce sont des choses, vous voyez, sur lesquelles je pense qu'on peut travailler, puisque le télétravail, ça peut être formidable, mais ça demande une organisation et un management qui soit adapté. Voilà. Il n'y a pas que le télétravail, hein, bien évidemment, mais je prenais cet exemple parce que je pense qu'il va se poser assez rapidement et que vous pouvez avoir un rôle fondamental à jouer là-dedans. Merci beaucoup Nicolas Bouzou pour cet échange. Ça sera le mot de la fin. Nicolas, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Nicolas pour votre présence à nos côtés ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et votre éclairage donc, économique de cette situation inédite. Merci Nelly, Catherine, Lionel et Noël Lechat également pour votre présence à nos côtés et nous avoir expliqué comment les branches, vos branches que vous représentez se sont mobilisées pendant la période. J'en profite pour vous rappeler 2 points. Le premier, c'est n'hésitez pas à vous inscrire sur l'espace digital
sociale du comptoir des branches. Vous y retrouverez l'agenda avec tous nos événements pour que vous puissiez vous y inscrire. De l'actualité sur la protection sociale complémentaire, les travaux du comptoir de la nouvelle entreprise, comme les vulnérabilités présentées par Anne-Sophie Godon tout à l'heure. Je vous rappelle également que le comptoir des branches n'est pas que parisien, il est également régional, il est dans nos territoires. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le comptoir ce qui se passe en région. Le comptoir des branches, il est là pour vous, donc il est co-construit avec vous. Si vous avez des sujets que vous souhaitez traiter au niveau du comptoir, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et deuxième point, c'est notre prochain rendez-vous qui est fixé donc le 8 juillet, après la crise. La reprise, une belle occasion de nous retrouver pour échanger et débattre sur une vision optimiste de la relance. Qu'est-ce qui a profondément changé depuis la crise sanitaire? Quels sont vos retours d'expérience face à ces nouveaux enjeux? Quelles sont les perspectives de relance dans vos secteurs d'activité? Comment se prépare-t-on à reprendre la fête? Et oui. Très bien. Voilà. Moi, c'est déjà fait. J'imagine, d'accord. Donc, au travers de vos témoignages et de l'intervention d'experts, nous échangerons pour comprendre comment chacun s'est adapté aux transformations de la société. Inscrivez-vous vite à cet événement. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt au comptoir des branches. Merci.